Bonjour à toutes et à tous. Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de l'émission Les Engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'émission a pour but d'approfondir la discussion et engager un débat constructif entre les acteurs de l'écosystème du développement socio-économique du Maroc. Lors des épisodes précédents, nous avions abordé des sujets très variés tels que la place qu'occupe l'innovation sociale dans l'action publique au Maroc, le financement de l'innovation sociale, le cadre réglementaire de l'économie sociale et solidaire et bien d'autres sujets encore. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est très important. Quel rôle pour les médias marocains pour encourager l'innovation sociale au Maroc? Et pour ce, sur notre plateau des engagés, nous avons comme invité Madame Fethia Laouni. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Madame Laouni, vous êtes directrice d'antenne à Radio 2M. Oui. Ravi. Nous avons également Monsieur Landry Benoît. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Monsieur Landry, vous êtes le rédacteur en chef audiovisuel chez Telquel et en même temps le host du podcast Le Scan. C'est ça. Bienvenue. Nous avons également Madame Farah Ashbab. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci d'être là. Madame Ashbab, vous êtes militante associative, doctorante en management et également créatrice de contenu en ligne. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons également Monsieur Yassine Abbar. Bienvenue. Merci à vous, Merci Ayman. d'être là. Merci à vous. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Qadiriya de Marrakech. Exactement. Mais également le coordinateur de la radio associative Kesh Radio. Exactement. Très bien. Merci. Merci d'être là, encore une fois. Le sujet de l'épisode, je dirais, est d'actualité, il est très important. Dans l'âge des médias développés, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, nous allons discuter aujourd'hui comment les médias marocains peuvent contribuer au renforcement de pratiques socialement innovantes portées par les différents acteurs. Et comme premier axe, je souhaite que l'on discute aujourd'hui déjà de l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà au Maroc un contenu médiatique, audiovisuel, sur les réseaux sociaux, comme vous voulez, qui nous pouvons le qualifier d'un contenu engagé? Madame Laouni, je m'adresse à vous en premier en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, la scène médiatique nationale propose ce genre de contenu, propose ce genre de programme? Alors, je vais peut-être pas m'exprimer au nom de toute la scène radio ou télé au niveau de l'ensemble du pays. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites, certes. Mais le constat, si vous me demandez d'être très sincère, on en est loin. On sait que les médias ont un rôle de premier plan à jouer. Quant à dire est-ce qu'on le joue à 100%, non. En ce qui nous concerne, Radio 2M est une radio publique, comme vous le savez. On essaye de faire de notre mieux. Est-ce que c'est suffisant? Non. On le fait ponctuellement. Est-ce que nous avons des rendez-vous hebdomadaires entièrement consacrés à l'innovation sociale? Non. Mais on essaie de faire quand même le maximum pour mettre en avant toutes les initiatives. On sait que aujourd'hui c'est un nouveau modèle économique qui peut jouer un rôle important. Mais on a des lacunes, et puis on en débattra si vous le voulez bien. C'est sur la façon de faire. Aujourd'hui, le modèle très institutionnel pour parler de l'innovation sociale ne marche plus vraiment en radio. Donc voilà, on a beaucoup à apprendre, et peut-être que j'en apprendrai avec vous et les uns et les autres, parce qu'on ne peut plus en parler de façon extrêmement sérieuse. Peut-être qu'il nous faut d'autres outils, d'autres façons de faire. Très bien, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le type de contenu, mais c'est plutôt la manière d'animer ce contenu et de le présenter aux téléspectateurs, à l'auditeur, etc. C'est ça? Je pense qu'il y a une évolution à tous les niveaux, quelles que soient les franges de la société. Je pense que nous aussi, on doit se remettre en cause en tant que médias, de se dire peut-être qu'il faut qu'on en fasse beaucoup plus, mais différemment de ce que l'on traite habituellement. L'information institutionnelle en tant que telle, faire juste une interview pour parler d'une innovation, voilà, ne suffit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut de l'image, vous le savez, avec les réseaux sociaux. Il faut aller toujours plus loin. À nous de nous remettre
au goût du jour. Ouais. Mon voisin me dit se remettre en question. Non, mais il a pas tort. Il a pas tort. On sait que c'est important. On sait qu'aujourd'hui, voilà, en 2023, l'innovation sociale fait partie des acteurs clés. Absolument. Pour le changement. Absolument, absolument. Mais un point important également qui me vient à l'esprit, et là votre regard, Landry Benoît, il est très intéressant dans ce sens, c'est que vous êtes journaliste maintenant au Maroc depuis combien? 10 ans, 11 ans à peu près? Presque 15 ans. Presque 15 ans. Ça commence. Ah, et voilà, différentes expériences, et vous avez animé un certain nombre d'émissions, et vous avez reçu beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, qui étaient dans le développement social du pays. Maintenant, le choix des épisodes, le choix des thématiques, est-ce que c'était parfois selon l'actualité, je dirais à chaud, qui est autour de nous, ou est-ce que vous observez en général qu'il y a, je dirais pas une forme de quota, mais plutôt une forme de, je dirais, de conscience qu'il faut quand même donner la parole, donner le micro aux acteurs de la société civile, de l'économie sociale et solidaire, etc. Est-ce que cette conscience existe aujourd'hui dans les médias ou pas? Je ne sais pas si elle existe dans les médias. Il y a des consciences individuelles de journalistes, de responsables également, de managers. Maintenant, individuelles, je pense pas. Collectif, d'un média global, non. Moi, dans mon parcours, notamment Atlantique Radio, dans les décodeurs Atlantique, je parlais parfois d'entrepreneuriat social, mais parce que j'avais cette volonté d'en parler, de mettre ça en avant. Mais après, c'est aussi la règle dans le journalisme, on fait place à de l'actualité chaude. Et quand on fait place à de l'actualité chaude, forcément, on est occupé à parler de que de ça. Et puis, une réalité, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Fathia, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans la radio, mais partout dans la presse marocaine, notamment francophone, et je me peut-être réserverai de parler que de la presse francophone, il y a un problème aujourd'hui d'effectifs. On est de moins en moins nombreux, et donc c'est difficile de trouver déjà des journalistes compétents, des journalistes formés, des journalistes qui savent parler, qui savent ce que c'est l'entrepreneuriat et l'innovation sociale. Et donc, d'où peut-être des pistes qu'on va évoquer tout à l'heure de partenariat pour pouvoir mettre en avant l'innovation sociale de manière structurée, volontaire, avec des cadres et des règles du jeu. Très bien, c'est-à-dire qu'il y ait plutôt une conscience, je dirais, institutionnelle, multi-acteurs, pour dire que oui, c'est un sujet important sur lequel on devrait travailler ensemble, radio, télé, réseaux sociaux, etc. etc. Ouais. On va revenir sur ce point lorsqu'on va parler partenariat. Madame Farah Achbab, là, c'est plutôt le regard, je dirais, d'habitué et d'expert sur les réseaux sociaux que vous avez. Est-ce que, effectivement, sur les réseaux sociaux, vous remarquez qu'il y a des créateurs de contenu qui sont engagés socialement et qui utilisent les réseaux sociaux pour mobiliser autour de pratiques socialement innovantes? Dieu sait, nous avons fait notre recherche un peu, c'était très compliqué de trouver des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour l'impact social. Est-ce que vous partagez avec nous ce constat ou bien est-ce que vous pensez que déjà il y a suffisamment d'acteurs qui font ça sur les réseaux sociaux? D'accord. Au fait, en tant que acteur associatif, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs personnes, des créateurs de contenu qui font l'impact, qui participent à des caravanes sociales, qui organisent des actions sociales pour le bien des autres dans les régions défavorisées, pour les gens, les étudiants surtout, pour des actions comme le don de sang, le don de vêtements, des actions comme ça. Mais c'est rare. On ne peut pas nier que c'est très rare. C'est très difficile à trouver. Ouais. Oui, malheureusement. Mais on essaie d'inventer, de venir avec des idées innovantes. Parce que c'est quoi l'innovation en fin de compte? Ça consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux qui n'ont pas été satisfaits, ou bien qui sont nouveaux. Et sur les réseaux sociaux, on observe plusieurs personnes qui souffrent, des cas humains. Et malheureusement, on a vu plusieurs fois des gens qui décèdent faute de moyens. Parce qu'on n'a pas une vision claire sur, par exemple, sur le crowdfunding. On souffre toujours, nous, les acteurs associatifs, pour collecter l'argent en faveur des personnes défavorisées. Donc, et l'innovation sociale, ça implique bien évidemment les acteurs associatifs, le gouvernement, tout.
Donc, si on veut parler de l'innovation sociale, ça veut dire élaborer des réponses nouvelles. On a besoin des réponses nouvelles. Parce que si on répète chaque année la même chose, donner l'argent, donner une somme à une famille et on le répète chaque année. C'est une action classique qui a prouvé ses limites d'ailleurs. On doit se remettre en question. Qui a prouvé ses limites, très bien. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le sujet en lui-même peut-être n'est pas attrayant, n'est pas attirant pour les internautes, pour les gens sur les réseaux sociaux? Est-ce que parce que le sujet n'est pas attirant pour eux, où réside la difficulté aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de contenu sur les réseaux sociaux par rapport au développement social en général du pays? Peut-être il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas financièrement rentable. Mais je pense que c'est le contraire. Il y a, si on opte pour une vision innovante, pour des vidéos qui sont bien réalisées, bien réalisées avec une vision, avec un script, ça peut faire l'affaire, ça peut aider les gens, ça peut promouvoir le tourisme. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qui a été très bien répandue. Ça fait 2 ans presque. Weeblen. Weeblen. La station de ski oubliée. Malheureusement, heureusement à l'époque il y avait des millions de vues. Je pense 2 millions de vues. Ça a permis de faire revivre un peu la station. Je ne pense pas. Pas du tout. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes devant la difficulté de valoriser ces projets innovants socialement, mais que peut-être les réseaux sociaux ont une logique différente, qui peut-être des médias classiques et des radios classiques. Nous allons revenir là-dessus parce qu'on va explorer une autre forme médiatique également avec Se'Abbar. Se'Abbar, au début, lorsque j'ai fait mes recherches, bon, je connaissais un peu le concept, mais pas dans le détail, lorsqu'on parle de radio associative. Qu'est-ce que c'est que d'abord une radio associative et pourquoi ce choix de médias alternatifs, je dirais, pour couvrir la thématique du développement social? Merci déjà pour l'invitation, pour cette question aussi, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour parler qu'est-ce qu'une radio associative aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de définitions, mais je prends celle de l'UNESCO, parce que l'UNESCO, c'est un partenaire officiel et très important dans la dynamique des radios associatives dans le monde et au Maroc aussi. Alors, une radio associative, c'est une radio qui est gérée par une association. On a choisi au Maroc d'opter pour la nomination de radio associative à la place d'une radio communautaire. Parce que c'est un mot qui peut porter beaucoup d'explications dans d'autres pays. Mais au Maroc, on a opté pour ce choix-là, une radio associative qui est gérée par une association. C'est un outil de communication à but non lucratif. Donc c'est un moyen de communication et de production indépendant, autofinancier et auto-animé par le public cible aussi. Donc c'est un média de proximité et c'est un média local. Donc et thématique aussi, parce qu'il y a des radios qui travaillent sur les localités et sur des thématiques précises. Par exemple, sur l'agriculture ou sur les changements climatiques, sur le genre, etc. Très bien. Donc voilà, ça c'est parmi les caractéristiques. Voilà. Et au Maroc, il y a, je vais dire, des dizaines de radios associatives. Des dizaines. Ah oui, oui. Okay. Alors, il y a des études. L'UNESCO a fait une dernière étude en 2016. Je crois il a compté 60 radios associatives au Maroc. Okay. Mais ils ont des moyens, ils ont des tables de mixage, ils ont tous les moyens techniques et les moyens aussi fonctionnels. Alors, pour tout ce qui est production de contenu, etc., voilà, il reste encore un chemin à faire. Et bien sûr, c'est pas évident. Actuellement, dans le monde, il y a 100 États qui ont reconnu les radios associatives. Le seul pays arabe au Maghreb, c'est la Tunisie qui a un cadre législatif pour... C'est-à-dire un statut particulier. Qui est donc dans le chemin de la pluralité médiatique au Maroc. Très bien, excellent. La pluralité médiatique en général. En général. Quelque chose m'a intrigué là, lorsque vous parlez que le modèle économique est basé sur, je dirais, une contribution des gens qui écoutent cette radio. Est-ce que c'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas basé sur la publicité, mais qui est basé sur d'autres types de revenus, par exemple, pour alimenter Alors, ça dépend des modèles. Au Maroc, là, on est aujourd'hui... Alors, sur d'autres pays, le modèle économique, il est basé sur une publicité responsable. Local, j'imagine. Local, bien sûr, sur des partenariats avec les collectivités locales
et aussi sur la cotisation des bénévoles, parce que c'est une radio aussi. Bien sûr, il y a ce problème de la viabilité économique. C'est un grand problème pour les radios associatives. Mais il y a aussi un pourcentage qui est très très bas de la publicité. Au Maroc, aujourd'hui, on est sur un slogan qui est très connu, c'est zéro publicité. Mais on est sur, c'est ça qu'on va venir, parce que nous, on considère qu'on incarne le modèle de l'innovation sociale. Parce qu'on est un modèle, on est un projet de l'innovation sociale aussi. Exactement. Exactement. Vous me tendez une belle perche là, Monsieur Abbar, pour aller au deuxième axe, qui effectivement, vous avez parlé des partenariats, et les partenariats avec d'autres acteurs qui permettent de booster un peu ce message médiatique et ce message de sensibilisation. Et d'ailleurs, de très grandes campagnes de solidarité sociale ont vu le jour au Maroc, grâce d'ailleurs à ces partenariats entre, par exemple, un grand média, l'État, une organisation internationale, des collectivités territoriales. Est-ce que vous pensez, Madame Aouni, qu'il y a eu suffisamment de bonnes pratiques en la matière, de ces partenariats multi-acteurs pour favoriser le débat sur le social, pour aider des initiatives sociales, ou bien est-ce qu'on est toujours au début de ces pratiques au Maroc en général? Si vous me permettez, je vais revenir juste sur une question que vous avez posée tout à l'heure et qui est centrale. Vous avez posé la question de savoir pourquoi ça fonctionnait pas, où était le problème, quelle était la difficulté. Est-ce que moi j'ai envie de vous répondre, franchement, il est là le problème avant le partenariat. C'est que c'est pas sexy de parler de social. Voilà, ça n'attire pas. Soyons clairs, quoi. C'est parler de social, c'est de parler de problèmes. Vous avez parlé d'initiatives qui sont mais plus qu'honorables, et on n'y va pas. On n'y va pas parce que ça, voilà, c'est ennuyeux, c'est que des problèmes, c'est que. Je vous souviens pas, vous avez cité l'exemple d'une vidéo. Il y en a une qui a tout peut-être changé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au Maroc, un couple de personnes âgées, une femme et un homme, avec une belle histoire d'amour, où elle se lève à 4 heures du matin et avec son mari, elle fait des petits gâteaux. Vous vous souvenez de cette vidéo? Exactement, ouais. Qui était à Tanger, Chamel. Et elle explose cette vidéo, ce qui a permis à ce couple d'avoir des aides de partout, y compris de la diaspora marocaine à l'étranger. Pourquoi cette vidéo, plus qu'une autre, a fonctionné? Il y avait juste, en dehors de leurs problèmes, je pense, et on a été de nombreux médias à en parler, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'humain, de l'émotion et de l'amour. Sauf que nous, aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat social, quand on parle d'innovation sociale, et quels que soient les partenariats qu'on pourra mettre en place, ça ne suffira pas. On est trop sur le problème, ça ne va pas, c'est dramatique. Et je pense que tout le monde est un petit peu fatigué des drames et qu'on a envie juste de positivité. C'est-à-dire que c'est plutôt, il y avait du storytelling, il y avait de l'émotionnel, c'est-à-dire que lorsque nous avons un contenu médiatique qui véhicule des messages de solidarité qui touchent les gens dans le cœur et dans l'engagement, là ça marche. Mais il n'y avait pas de storytelling, hein. C'était du spontané, pour le coup, cette vidéo. Hein. Il y avait rien. C'est un monsieur juste pour aider ce couple. Ça partait de Walou l'histoire. Et ça rejoint votre idée au début de faire les choses autrement. Oui, dont vous parliez aussi, et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, il faut changer. Il faut plus qu'on travaille comme on l'a toujours fait. On peut pas. Encore une fois, si on parle que de difficultés, on fatigue. Même nous, ça nous fatigue. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est une réalité. Parce que à force de parler de problèmes, ça fait nous-mêmes on est fatigués. Et là, c'est un point important sur lequel peut-être on devrait se mettre d'accord, c'est que aujourd'hui, la particularité du travail social peut-être impose également une certaine manière de faire journalistique et médiatique pour pouvoir aborder dans tous les cas les phénomènes et les véhiculer et les transmettre aux téléspectateurs, à l'auditeur d'une manière différente. Maintenant, cette particularité du travail social, là je me tourne vers vous, Landry Benoît, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez évoqué le manque de ressources qualifiées, les personnes qui savent faire, mais est-ce qu'il y a d'autres recettes qui permettraient de faire un contenu médiatique beaucoup plus, je dirais, partageable, appréciable et qui puisse être porté par la population en général? Bon, si je parle des médias, je vais vous dire davantage de moyens, davantage de ressources humaines mieux formées, qui savent raconter des histoires.
des histoires inspirantes, des histoires positives ou des histoires négatives, effectivement. Tout à l'heure, justement, on parlait d'une histoire dramatique. Cette histoire dramatique, on peut la suivre en série, entre guillemets, malheureusement, mais avec une bonne fin à la fin, y compris du côté du monde de l'influence que du côté des médias. Donc il y a ces schémas narratifs de raconter des histoires à la radio, dans les podcasts également, qu'il faut pouvoir savoir développer, et qui aujourd'hui n'est plus développé, ou n'est plus beaucoup développé parce qu'on a un manque de ressources humaines, et parce que aussi on est concentré sur un axe qui est un axe Casaraba, politique, économique. Vous savez, on parle très peu déjà de TPE et de PME qui représentent 90% de l'économie du pays. Donc parler de coopératives ou parler d'actions individuelles qui tentent tant bien que mal d'être impactants socialement dans un petit coin, dans un petit doigt du pays, c'est quasiment quelque chose qui va passer inaperçu. Mais par contre, je pense que les radios associatives, je pense que le digital, je pense que des partenariats entre institutions et entre médias, ça peut peut-être construire les briques d'un écosystème plus large qui peut imposer cette discussion et cette problématique. Est-ce que vous en avez vu de ces partenariats qui se tissent entre États, institutions, médias en général? Est-ce que vous pensez que la pratique elle existe, ou bien est-ce que plutôt on voit les médias comme une étape dans le processus d'un projet, c'est-à-dire on le fait et par la suite on communique là-dessus, etc. Non, il y a encore. Est-ce qu'on peut citer des exemples non, il y a quand même pas mal de partenariats. On peut pas dire qu'il n'en existe pas. Mais, encore une fois, est-ce que c'est suffisant? Probablement que non. Et peut-être qu'on doit passer à une étape nouvelle. Le mot « nouveau », je pense, est central. Ouais. Mais comme dit Benoît aussi, bien évidemment, il faut avoir les bons interlocuteurs. Vous savez, pour nous médias, c'est pas facile de trouver le bon interlocuteur. Tout à l'heure, en parlant de radio associative, juste avant de commencer cette émission, où Yassine parlait de son émission, je lui ai dit tout de suite spontanément, je ne connais pas. Et quand il a commencé à me rappeler, je lui ai dit, mais attends, mais on avait un partenariat. Non, nous avions un partenariat, figurez-vous, il y avait quelques années, avec des radios associatives. Et là, ce que dit Benoît Landry est très important. Pourquoi? Parce que ça a échoué, mais vraiment échoué, et il en est le témoin. Du mauvais interlocuteur, de la mauvaise personne, d'où l'importance en fait de la formation pour avoir. D'accord, dans ce sens. Très bien, très bien. Farah Hachbab, lorsqu'on fait un travail de promotion des projets sociaux, des campagnes de solidarité, je dirais de pratiques socialement innovantes sur le terrain, comment, à votre avis, j'aimerais là également peut-être votre casquette de chercheuse est intéressante dans ce sens. C'est que comment on peut lier l'effort de la société civile, les entreprises dans le cadre de leur RSE, dans le cadre de leur responsabilité sociale d'entreprise, et des médias pour mettre en évidence ce qui se fait sur le terrain. Effectivement, beaucoup de belles choses ont lieu sur le terrain. Il y a des initiatives magnifiques, mais lorsqu'on dit aux gens, ils disent « je ne sais pas ». En général, oh là, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais on n'est pas au courant comment mieux, je dirais, partager l'information sur les médias en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Des initiatives qui ont été mal médiatisées. Avant de répondre à votre question, Monsieur Ayman, je voudrais bien évoquer un point très intéressant qui est l'ultime objectif de l'innovation sociale. C'est quoi, à votre avis? Je vais répondre. Je pense que l'ultime objectif de l'innovation sociale, c'est la responsabilisation sociale et économique. Parce que si on opte pour l'innovation sociale, et il y a toujours des gens qui souffrent, il y a toujours, selon le HCP, il y a plus de 47,5% d'analphabètes dans le milieu rural. Si on a toujours des chiffres comme ça, on peut pas parler de l'innovation sociale, parce qu'on a toujours le même taux, avec une baisse très très légère. C'est plutôt une opportunité pour plus d'innovation sociale afin de toucher ces gens. Effectivement. Et de les aider à travers des projets peut-être différemment du scénario classique, par exemple, de développement qu'on a. Oui. Mais vous notez ce point parce que oui, effectivement, dernièrement, le HCP, dans des chiffres qui font un peu froid au dos, juste l'année dernière, après la crise Covid, 3 millions de Marocains ont été fragilisés socialement et sont presque sur le seuil de la pauvreté après la crise Covid, effectivement. Et là, ça veut dire que voilà, nous avons une population qui est en train aujourd'hui d'agrandir un peu, ce qui devrait nous pousser à plus de travail
d'ailleurs Bien sûr. et de développement de pratiques socialement innovantes, etc. Mais je reste toujours avec vous, Farah Chebab, par rapport à la production de ce contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ce contenu il est beaucoup plus lié à l'action pour couvrir un projet, médiatiser un projet, ou c'est plutôt pour la mobilisation des gens, pour aller nous rejoindre, faire cela et cela? En général, quel type de contenu pour le développement social qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? En fait, c'est à la fois médiatisé et mobilisé. Mobiliser à la fois les deux. Parce que nous, sur les réseaux sociaux, les gens qui font l'influence sociale, les influenceurs associatifs, on essaie d'organiser des caravanes, de participer à des actions sociales pour promouvoir le travail associatif, pour inciter les gens à faire le travail associatif et pour bien évidemment collecter de l'argent pour les gens Financer ont les besoin, justement. Mais le problème c'est quoi? C'est que il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à donner, à faire des dons, parce que la législation marocaine, Voilà, elle est très stricte en la matière. très stricte en matière de dons. Donc il y a toujours des obstacles. Au niveau des réseaux sociaux, il y a le contenu social, le contenu associatif, comme a dit Madame Laouni, n'est pas sexy. Mais il y a toujours ça. Il y a les barrières associatives, il y a les barrières législatives. Législative, voilà. Oui. Très bien. Surtout par rapport au financement d'ailleurs. Justement. Et concernant la RSE, je pense que la RSE est un pilier du développement des collaborations entre les acteurs associatifs, les influenceurs et les marques. Parce que c'est très bien et c'est très crédible de faire ce genre de collaboration. Parce que tu sens que cet influenceur est à l'écoute du marché, à l'écoute des gens ont besoin. Et il est à la fois la voix de ces personnes, la voix des personnes qui n'ont pas de voix. Absolument. Intéressant. Intéressant cette idée de collaboration et de partenariat. C'est Abbar à Kesh Radio, la radio associative. Est-ce que vous vous basez sur un modèle de partenariat avec certaines institutions, certains acteurs pour votre travail? Est-ce que c'est important pour faire grandir, comme on dirait, l'envergure de l'action? Merci Ayman pour cette question qui est très importante. Permettez-moi juste, parce que je dois mentionner un truc qui est pour moi très important. On cherche depuis tout à l'heure, on a évoqué les questions avec mes amis ici, mes camarades. Alors, il faut chercher un autre modèle de l'innovation sociale ou de la promotion de l'innovation sociale. Je crois que les radios associatives, ils peuvent jouer ce rôle-là. Et surtout, pour la production. Et je ne sais pas si je pose la question après, est-ce qu'on a besoin de toucher des millions de gens? Ou bien, peut-être la production, il peut toucher une partie de la population à travers les réseaux sociaux. Donc je sais pas, parce que c'est une question de masse. Est-ce que c'est une grande question qu'il faut poser aujourd'hui pour le rôle des médias. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il faut déjà produire. C'est ennuyeux des fois, c'est vrai. C'est pas sexy, c'est vrai. Mais on a besoin de produire de contenu. Aujourd'hui, la Fondation Ben Saleh, elle fait de la production médiatique pour l'innovation sociale. C'est un type aussi. Et je crois que oui, c'est très très important. Alors, je vais revenir pour les partenariats parce que nous, on a un problème de reconnaissance. Une reconnaissance déjà au niveau des autres acteurs médiatiques, parce que là, nous, on part dans le pluralisme médiatique au Maroc que la Constitution a mentionné, mais parce que là, on est classé par des personnes non professionnelles. Donc ça, c'est aussi très très important. D'un point de vue légal, vous parlez là. Ah, d'un point de vue légal. Pas légal, juste au niveau de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de montrer qu'il y a un modèle de journalisme, de médias professionnels et de médias qui n'est pas non professionnel, mais qui est de bénévoles, c'est-à-dire associatif. C'est un autre modèle qui rentre dans le schéma de pluralisme médiatique. Nos partenariats sont divers. Donc, on cherche un modèle de viabilité économique. Donc, le type de partenariat, c'est comme il a dit tout à l'heure, Madame Tahia, on essaye avec le média privé, les médias publics, de faire des contenus en partenariat. Mais aussi, on essaie de faire un modèle sur la promotion
financiers sur la promotion des produits de terroir, par exemple, avec les coopératives, avec zéro bénéfice. C'est-à-dire on essaie de trouver les moyens pour chercher des partenariats avec les collectivités locales, etc. Mais le grand modèle pour nous de partenariat, c'est avec les bailleurs de fonds et les partenaires au niveau international qui financent et qui soutiennent les initiatives des radios associatives. Je cite l'UNESCO, je cite CFI, par exemple, je cite la Deutsche Welle Academy, je cite d'autres partenaires. Et aussi, il y a l'Union européenne, il y a des bureaux des Nations Unies. Donc, il y a beaucoup de partenaires à ce niveau-là. Donc, c'est ce modèle-là donc qui fait l'appui. Mais avec l'État, il y a toujours des partenaires avec des institutions au niveau national, le CNDH, le CNP, mais ça reste toujours très, très timide. C'est pas assez important. Il faut valoriser ce type de travail avec les collectivités locales, etc. Excellent. Maintenant, nous vivons dans une époque, dans un âge où les gens sont pratiquement sur leur téléphone, je dirais, 3 heures, 4 heures par jour. C'est-à-dire que sur téléphone, on est peut-être sur un réseau social déterminé. Et du coup, l'usage des réseaux sociaux a fait émerger une nouvelle catégorie d'usagers, mais également aujourd'hui de producteurs de contenu qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, ou les gens qui produisent un contenu digital pour une cause déterminée ou pour un marché déterminé, etc. Et j'aimerais recueillir là vos avis par rapport aux influenceurs. Comment est-ce qu'ils peuvent, ces créateurs de contenu en ligne, comment est-ce qu'ils peuvent faire de la promotion déjà, de l'innovation sociale et la production d'un contenu, comme on dit, socialement engagé. Parce qu'il y en a ceux qui ont un contenu, mais qui est, je dirais, assez mercantiliste, assez commercial, mais il y en a d'autres également qui proposent un contenu socialement engagé. Madame Laouni, votre regard m'intéresse par rapport à ce point, parce que effectivement c'est un phénomène nouveau, et votre perspective par rapport à, je dirais, à cette nouvelle catégorie de producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Dans ce que vous dites 2 choses qui pour moi sont différentes, mais je crois que je ne suis pas la bonne personne à qui il faut poser la question, parce que pour moi, créateur de contenu et influenceur, c'est différent. Voilà. Malheureusement, en fait, le nom en lui-même, c'est une économie parallèle et que je respecte, puisque c'est un nouveau mode de travail qu'être influenceur aujourd'hui. Mais les créateurs de contenu, si on parle du sujet qui nous intéresse, pour moi, ne sont pas des influenceurs. Ou alors, cette jeune femme qui est devant nous est la meilleure des influenceuses. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et elle ne gagne pas d'argent avec ça. Elle aide les autres. Elle crée du contenu. Elle fait des initiatives qui sont porteuses. Donc, influenceur, créateur de contenu, est-ce que c'est la même chose? Vous allez peut-être me dire, oui, certains le font pour de l'argent, d'autres le font par conviction. Et peut-être la solution est-elle de marier les deux, d'arriver peut-être à joindre les deux, et que ces influenceurs qui aujourd'hui gagnent leur vie avec ça, peut-être les emmener à faire un petit peu de social aussi. Je ne sais pas si c'est jouable ou pas, je ne sais pas si c'est des expériences se sont tentées, mais pourquoi pas? C'est un nouveau métier, on le regarde chaque jour, et en fait, en parlant d'économie sociale, aujourd'hui, on voit des femmes qui se filment chez elles en train de faire du pain, le khobz, même le ftour, en ce moment, on en voit, et elle arrive à scolariser sa fille parce qu'elle touche de l'argent de ce qu'elle fait. Et ça, c'est du positif. Est-elle influenceuse? Est-elle créatrice de contenu? Je ne saurais pas répondre. Très bonne interrogation que je vous transmets, Farah. Est-ce que effectivement il y a une nuance à faire entre producteurs de contenu et influenceurs? Et par rapport à l'engagement social, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un influenceur / producteur de contenu? Je cherche d'ailleurs à avoir une réponse si vous en avez. Qu'est-ce qui caractérise ce producteur de contenu orienté social et qui est engagé socialement? D'accord. Je pense bien évidemment qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, être créateur de contenu et influenceur
à la fois. En même temps. C'est très possible avec de l'organisation, une perspective sociale, une vision claire, des scripts bien écrits, on peut faire ça. Mais je pense que un créateur de contenu peut être un influenceur. L'influenceur. Un influenceur, c'est un créateur de contenu. Mais l'inverse, C'est pas vrai. possible. Oui. ok. C'est pas toujours vrai. Très bien. C'est pas toujours vrai. Parce que c'est quoi un influenceur? C'est une personne qui influence. Qui arrive à mobiliser les gens Oui. autour d'une question déterminée. Et qui influence positivement la vie des gens. Ou négativement. Ou négativement, bien sûr. Ou bien négativement. Ou bien C'est positif. Non, on s'intéresse au positif, là. On s'intéresse au positif. justement. Un créateur de contenu, je pense, c'est chaque personne qui a un téléphone, une connexion caméra, Internet. justement. TikTok, Instagram, Facebook, c'est un créateur de contenu. Parce que finalement, cette personne réalise une vidéo, un short, un reel sur TikTok. Il utilise le montage, il fait ça. Donc c'est un créateur de contenu. Mais est-ce qu'il est un influenceur, ou bien une influenceuse? On sait pas. Parce que cette réponse, c'est pas moi de répondre à ça, parce que je pense que les gens, les fans, C'est très subjectif. Oui, à la population, à la fanbase, vous voulez dire. Ouais. c'est les gens qu'on rencontre dans la rue, c'est les gens qui nous suivent, qui nous croient. C'est à eux de dire, est-ce que cette personne est une influenceur, ou bien le contraire. On laisse le public, Excusez-moi, êtes-vous influenceuse, êtes-vous créatrice de contenu ou êtes-vous militante? Question. Comment vous vous définissez, ça vous, peut être, justement? Ok. Au début, j'avais pas l'intention d'être influenceuse. J'étais militante. Mhm. Je me suis trouvée en train de réaliser des vidéos qui ont influencé, qui ont mobilisé des gens. Donc, est-ce que je suis influenceuse? C'est pas moi de répondre. Je peux pas. C'est subjectif. Je crée le contenu. Je suis militante Donc associative. vous êtes les trois. Donc il a raison. On peut le soulier. Donc il a parfaitement raison. L'idée peut-être n'est pas d'avoir qui a raison ou pas, mais c'était effectivement Non. expliqué d'ailleurs à nos Mais téléspectateurs. en fait, quelle est la nuance entre les trois elle catégories. est arrivée, où je veux en venir, c'est qu'elle est arrivée à lier les trois. Les trois. Ouais. Elle est militante. Ouais. Elle est influenceuse, qu'elle le veuille ou pas, et elle a raison, c'est vrai que c'est les autres, et elle crée du contenu. Exact. C'est-à-dire qu'en fin de compte, oui, on peut avoir le package où Bien les sûr. trois casquettes peuvent se réunir. Même 4. Et même quatre. Qui est le Je pense La à- quatrième, Je pense à Wally Dada, qui pendant le Covid-19 a fait des vidéos où il interrogeait tout genre de personnes, notamment des personnes entrepreneuses, socialement, etc., quotidiennement, sur son réseau Instagram. Donc voilà comment on peut mêler journalisme, bon, peut-être pas militant effectivement, mais journalisme et digital, et innovation sociale aussi. Il en parlait de temps en temps, effectivement. Intéressant. Et Landry Benoît, quelle place aujourd'hui pour les réseaux sociaux dans ce travail médiatique? Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de supports médiatiques et même de renom ont migré vers les réseaux sociaux, commencent à produire carrément un contenu journalistique adapté aux formats réseaux sociaux, stories, short, reels, etc. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition? Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs rédacteur en chef audiovisuel, c'est-à-dire est-ce que cette migration aujourd'hui, elle était de fait imposée par les pratiques d'agences en ligne? Et comment est-ce que vous voyez le futur de l'usage des réseaux sociaux dans la couverture de tels sujets? TikTok. TikTok. Ça, c'est le futur. Ouais. C'est déjà maintenant, mais c'est pas encore assez exploité, mais c'est l'avenir. Nous, à Tel Quel, on a commencé à lancer notre chaîne TikTok. Ça a bien parti. Maintenant, on est plus sur Instagram, effectivement. Mais je pense qu'on doit créer du contenu très court aujourd'hui, privilégier aussi du live. C'est vraiment les deux rendez-vous phares sur lesquels on consomme vite pour des vidéos courtes, et du live, on va consommer longuement si on est vraiment intéressé par une thématique en particulier. Juste sur le milieu de l'influence, Bien sûr. je suis pas un expert, j'ai un petit regard, mais J'aimerais avoir votre avis là-dessus. mais je pense que on peut mobiliser enfin les influenceurs. Je parle des white influenceurs, si on devait inventer une expression. Ils doivent aujourd'hui se mobiliser. Il y a le crowdfunding qui, ça y est, enfin est mis en place. Je pense que des caravanes d'influenceurs, ça pourrait être une piste, par exemple, originale pour essayer de montrer l'impact qu'ils peuvent avoir, le véritable impact qu'ils peuvent avoir auprès d'actions solidaires ou
d'entreprises, d'innovation sociale qui sont mises en place Très bonne idée. dans des régions reculées. Très bonne Il idée. y a aussi peut-être le game, la gamification qu'on peut mettre en place à travers le social, à travers les médias. Je pense à une émission comme Qui veut investir dans mon projet, Ouais. Qui veut investir dans mon projet de l'innovation sociale. Ça peut être des choses qui peuvent être mises en place, peut-être uniquement sur le digital ou y compris dans le monde médiatique. Excellent. Très bonne recommandation. D'ailleurs, gardez cela pour le call to J'en ai action encore, à la fin. Et vous savez pourquoi TikTok, c'est l'avenir? Rapidement. Parce que le reach, Pourquoi? Oui. L'algorithme, le reach, c'est à 100%. L'algorithme de TikTok permet au contenu d'être diffusé beaucoup plus largement. Oui, le reach de Instagram, c'est 10%. Si tu es chanceux, tu peux avoir 10% du reach. Ça veut dire seulement 10% Pour recevoir de tes ton contenu. followers peuvent voir à votre TikTok, il est à combien le pourcentage? parfois jusqu'à 120%, 200%. Au-delà de votre fanbase. Au-delà, Énorme. oui. Énorme. Monsieur Abbar, la place des réseaux sociaux dans ce que vous faites. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour accompagner Ah bah oui. Kesh Radio aussi? Bah oui, déjà, Cash Radio et les radios associatives, ils sont basés sur les réseaux sociaux. On n'a que les plateformes des réseaux sociaux pour mobiliser. Mais moi, je vais revenir sur le mot influenceur parce que vraiment, il faut vraiment, ce mot-là, il faut le mettre en débat aussi. Parce que moi, je suis pas d'accord sur le mot influenceur. Je le trouve, oui, c'est un métier, c'est vrai. Moi, je préfère utiliser créateur de contenu pour toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et les plateformes. Je peux utiliser un autre mot, si vous voulez, un acteur numérique. Ça peut aussi aller vers quelqu'un qui essaye qui essaie de mobiliser les gens, etc. Mais influenceur, c'est un peu péjoratif vis-à-vis des gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont passifs, qui reçoivent, etc., des orientations, etc. Mais l'acteur, c'est-à-dire, il fait des initiatives lui-même et qui donne le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est vraiment, il faut poser cette question. Je crois que c'est une connotation économique pour ce mot influenceur. J'ai rien contre ce modèle, mais je trouve que ça va être développé. On n'a pas une définition claire pour l'instant. Oui, voilà, c'est ça. On n'a Mais pas une il définition faut, claire pour l'instant. je crois qu'il faut aujourd'hui un peu d'accompagnement, beaucoup d'accompagnement, de renforcement de capacité. Il faut qu'on soit basé sur l'intérêt général, sur les droits de l'homme, sur l'égalité, parce que le discours que des fois ils produisent des gens, il est discriminatoire, des fois il est pas, et des fois il porte un message un discours de la haine aussi. Donc il faut vraiment beaucoup de Le phénomène de travail est nouveau, là-dessus. le phénomène il est nouveau. Il est nouveau, il faut a encore tout à fait. du temps pour Tout pouvoir. à fait. Il faut se ouvrir le constituer. débat au niveau national. Alors, Très bien. pour ce qui concerne, moi, je trouve les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'espace aujourd'hui où il y a beaucoup de jeunes. Et l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social, c'est avec les jeunes. Et cette génération, elle a besoin d'un produit. Je crois qu'aujourd'hui, l'État, il doit elle-même faire des productions à ce niveau-là, médiatique. Il faut aider soit les médias privés, soit les médias publics, soit les médias associatifs, exactement, pour produire ça. Parce qu'il faut encourager, il faut un programme de production. Il y avait des initiatives un petit peu, mais ils sont un peu limitées, qui étaient commencées avec le ministère de la Jeunesse. Donc, lui, il a vu dans l'Étoile un peu un espace pour encourager des entreprises comme ça. Mais je crois qu'il nous faut d'autres programmes et des stratégies qui sont bien ficelées à ce niveau-là. Il faut envahir les réseaux sociaux avec les initiatives et les idées qu'on peut partager, les bonnes pratiques. Ça, c'est carrément une sorte de call to action. Chose d'ailleurs que nous entamons tout de suite, parce que c'est une coutume ici chez les engagés de l'innovation sociale. On demande à nos invités de lancer un ou deux call to action en fin d'épisode, soit aux acteurs de l'écosystème en général ou à un acteur déterminé. Et ce call to action, il vient de chacun d'entre vous pour favoriser l'apparition d'un contenu médiatique beaucoup plus socialement engagé au Maroc. Et je démarre avec vous, Madame Laouni. Quel est votre call to action? De travailler avec vous, par exemple. Vous parlez de partenariat, association-nous. J'arrive pas. Mais oui, on peut, bien sûr. Je pense que chacun dans notre coin, on fera pas grand-chose en réalité. On va faire des actions qui seront ponctuelles. On n'ira pas beaucoup plus loin. On a besoin d'être accompagnés, nous aussi, en tant que médias.
Et s'il y a des valeurs ajoutées ailleurs, ben, si on les fusionne, pourquoi pas? Vous êtes prêt à aller dans les médias, j'imagine. Bien sûr. Voilà, c'est un Bien petit sûr. peu le leitmotiv aussi de tout ça. Ben, travaillons ensemble et voyons ce que l'on peut construire ensemble. Je pense que cette jeune femme, moi, m'a beaucoup touchée dans ses propos. Et c'est quelqu'un que j'aurais plaisir à inviter sur nos plateaux, par exemple. Oui, parce que je pense que toute cette jeunesse, et elle en fait partie. J'avais commencé l'introduction avec votre première question en disant que j'ai tout à apprendre. Déjà ici, j'apprends déjà beaucoup de choses. Mais voilà, une jeune femme comme elle et peut-être beaucoup d'autres, les inviter plus régulièrement, peut-être avec votre aide, peut-être que vous pouvez nous présenter des gens que nous ne connaissons pas. Landry parlait de manque de ressources humaines. On y est réellement confronté. Je vais aller un petit peu plus loin. Vous savez que sur des initiatives, on a beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs, tout simplement. Tout simplement. Trouver le bon interlocuteur est une difficulté pour nous. On peut y passer des jours, des semaines. Que ce soit dans mon émission, avec toutes nos équipes, trouver la bonne personne qui sache vous parler. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Hein. Eh ben voilà. Voilà, Voilà, c'est ça. bien. Donc, Très bien. associons-nous, association. Oh, j'y arrive pas. Comment on dit? Il faut nous Ce associer. premier montant, Yek. associons-nous. Très bien. Associons-nous. Très bien. Très bonne recommandation, Madame Laouni. André Benoît, call to action. Alors moi, je partirais à la base, à la racine. Tout à l'heure, je parlais de la formation. Je me dis pourquoi pas un partenariat entre des écoles de journalisme. Moi, je suis professeur à l'école de journalisme du groupe Ecomédia notamment, de radio. Pourquoi pas faire des immersions, quelques jours, 4 jours, 5 jours, aller justement faire des reportages, raconter, mettre en récit des actions individuelles, des actions entrepreneuriales, innovant socialement. Je pense que ça peut déjà initier des journalistes vraiment à savoir raconter des histoires radio, je parle, parce que il y a toute une sonorité derrière, un travail musical qui se fait de moins en moins parce qu'on a beaucoup moins de ressources humaines et qu'on a beaucoup moins de temps et qu'on est focus sur une actualité chaude. Et puis c'est une bonne école et ça permet également de garder en tête le passage par lequel on est passé au début quand on a fait la formation et d'en faire un rappel plus tard dans son parcours professionnel. Excellent. Très bonne recommandation. Farah Ashbab, call to action. Vous savez pourquoi il y a des initiatives dont on se rappelle plus? Parce que il n'y a pas de continuité. On continue pas. Il y a que des initiatives, que l'introduction. Et après, ça s'arrête. J'aimerais bien que le gouvernement et les acteurs associatifs mettent le point sur la pérennité. Il faut pérenniser les initiatives, les projets, les actions. Il faut avoir la perspective de la pérennité et La durabilité de l'action sur le terrain. La durabilité et le suivi, la durabilité, le suivi et la responsabilisation économique. C'est très, très primordial. Très bien, très bien. Très clair. Merci beaucoup, Farah Ashbab. C'est Sen Abbar, call to action. Alors pour moi, il y a une seule recommandation, c'est il faut un cadre légal qui reconnaisse le travail des radios associatives au Maroc aujourd'hui et les médias associatifs. Donc, aujourd'hui, on a besoin de cette reconnaissance. Donc, mon message, il est pour le gouvernement marocain, pour les institutions et aussi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un partenariat média privé, public et associatif. Donc, on est là, on peut travailler tous ensemble. Excellent, excellent. Associons-nous, c'est ça, Madame Laouni. Associons-nous. Il faut nous associer, c'est plus simple. Exact, exact. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je tenais à vous remercier chacun individuellement. Donc, Madame Fessia Laouni, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'était très instructif. Ah oui, moi personnellement, j'ai trouvé cet épisode très sympathique. Et je rappelle que Madame Fessia Laouni, vous êtes directrice d'antenne à Radio 2M. Sen Abbar, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci d'être là, merci. Je rappelle que vous êtes prof de sociologie à l'Université Qadiriya de Marrakech et le coordinateur de la radio associative Kesh Radio. André Benoît, merci. Merci, man. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef audiovisuel chez Telquel et le host du podcast Le Scan. Allez écouter. Ah, et d'ailleurs, moi, en tout cas, je suis un fervent adepte du Scan. Et Madame Farah Ashbab, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Très partagée. Je rappelle que vous êtes militante associative, doctorante en management et créatrice de contenu en ligne. Mesdames et messieurs, influenceuse. Et influenceuse. Là, qu'on est sûr que le paquet, là, les trois composants peuvent se réunir en une seule personne. Et nous avions eu la preuve aujourd'hui dans notre épisode qui touche à sa fin. Un épisode très sympathique. Je remercie nos invités encore une fois. N'oubliez pas de partager cet épisode, mais également d'interagir avec nous dans la section commentaires. Nous aimerions également avoir votre avis, chers téléspectateurs, par rapport au sujet de cet épisode. Et en attendant, je vous donne rendez-vous au prochain. Restez engagés.